Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du 20 septembre 2020 avec une tournée autour de la presse qui a mentionné l'Afrique. Le président Abdel Fattah el-Sisi, selon SIS, l'autorité nationale des informations, a reçu samedi le chef du gouvernement d'unité nationale libyen, M. Abdelhamid Dbeiba, en présence de Dr Moustapha Madbouli, Premier ministre, et du chef des renseignements généraux. Le porte-parole de la présidence, Bassam Radi, a déclaré que le président avait accueilli M. Dbeiba lors de sa visite en Égypte pour participer aux réunions du Comité supérieur conjoint Égypte-Libyen, soulignant la plus haute priorité que l'Égypte attache au rétablissement de la stabilité dans la Libye et lui permettant de retrouver son rôle régional et international. Le président a également souligné la ferme position de l'Égypte en faveur du respect de la souveraineté libyenne, de la préservation de son intégrité territoriale. Et passons au quotidien Le Monde où nous lisons « Le président déchu, retenu prisonnier à Conakry, s'obstine à croire à son retour au pouvoir. La CEDEAO appelle à de nouvelles élections si l'on est un qui ne semble pas prendre le coup d'État militaire en Guinée pour un fait acquis. C'est le principal intéressé, Alpha Condé, déposé dimanche 5 septembre par le groupement des forces spécialistes qu'il avait lui-même créé en 2018. Et passons au quotidien L'Express. Après 20 ans au pouvoir, affaibli par la maladie et face à la contestation massive dans le pays, sa chute en avril 2019 apparaissent comme inéluctable contre sa volonté de briguer un 5e quinquennat. L'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika, pendant des décennies avant de devenir quasi invisible, est décédé vendredi dernier à l'âge de 84 ans. Les autorités, qui restaient silencieuses, ont finalement annoncé ce samedi que les drapeaux seraient mis en berne pendant 3 jours. En Algérie, les drapeaux seront en berne pendant 3 jours en hommage à l'ancien président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Le combattant de l'indépendance a indiqué la présidence dans un communiqué samedi. L'ex-président algérien Abdelaziz Bouteflika a été inhumé dimanche à Alger dans un carré du cimetière Al-Alia, réservé aux héros de la guerre d'indépendance. Abdelaziz Bouteflika, qui détenait le record de longévité à la tête de l'Algérie de 1999 à 2019, s'est éteint vendredi à l'âge de 84 ans dans sa résidence médicalisée de Zeralda, dans l'ouest d'Alger. Dès sa prise de pouvoir en 1999, Bouteflika a été considéré comme l'artisan de la réconciliation nationale qui a permis de rétablir la paix en Algérie après avoir approuvé par référendum l'amnistie d'islamistes après la guerre civile de 1992 à 1999 qui aura fait des milliers de morts. La dépouille a été portée sur une trentaine de kilomètres jusqu'au cimetière Al-Alia sur un affût de canon tracté par un véhicule blindé couvert de fleurs, encadré de motards en livrée blanche. Aux côtés de la famille, le président Abdelmadjid Tebboune, qui fut premier ministre sous Bouteflika, le gouvernement au complet, le chef d'état-major de l'armée et des diplomates étrangers étaient présents. M. Tebboune a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe et des slaves ont été tirés par la garde républicaine. À l'issue de la cérémonie, quelques 200 sympathisants du président défunt se sont recueillis et ont fleuri la sépulture. M. Tebboune, au pouvoir depuis fin 2019, a décrété samedi un deuil de 3 jours pour honorer Abdelaziz Bouteflika. Et passons à France 24 où nous lisons les discussions sur le déploiement de paramilitaires russes au Mali ravivent de vieux souvenirs pour Bamako qui fut un temps collaboré étroitement avec Moscou. Une situation perçue d'un mauvais œil par la France. Un contrat serait sur le point d'être signé entre la milice Wagner, proche de Vladimir Poutine, et la junte malienne pour le déploiement de plusieurs centaines de personnels russes chargés de former les soldats maliens et d'assurer la protection de certains hauts dirigeants.
Pourquoi le rapprochement entre Bamako et Moscou agace Paris? Le Mali a le droit de demander un soutien militaire à qui il veut. Ce sont les propos du Premier ministre Choguel Maïga, alors que la France et d'autres puissances étrangères s'inquiètent du possible rapprochement entre Bamako et Moscou. Un commentaire de Dalia Karam. Le Mali est libre de coopérer avec tous les pays avec lesquels il existe des accords, a déclaré en conférence de presse le Premier ministre malien Choguel Maïga, visiblement choqué de la posture adoptée par la France et des forces étrangères. Il a renchéri qu'on ne pouvait pas leur interdire d'acheter du matériel avec un pays si on a un accord parce qu'un autre pays ne veut pas. En effet, pour Paris, tout accord entre la Russie et le Mali serait incompatible avec sa présence militaire au Mali. Une réponse, selon Bamako, au plan de restructuration des opérations au Sahel qui prévoit de réduire le nombre de ses soldats de 2500 ou 3000, de transférer davantage de moyens au Niger, d'achever le redéploiement d'ici janvier et de déployer davantage de forces spéciales européennes. Plusieurs sources attestent que le groupe russe Wagner fournit des instructeurs chargés de former l'armée malienne et protéger les hauts responsables, une information confirmée par le Premier ministre malien qui n'y voit aucun inconvénient. Selon Choguel Maïga, on ne peut pas empêcher le Mali d'envoyer des gens pour être formés dans un pays donné parce qu'un pays ne veut pas, et ce d'autant plus qu'au départ, l'intervention des forces internationales était justifiée par 3 raisons. Premièrement, détruire le terrorisme. Deuxièmement, aider l'État malien à étendre son autorité et sa souveraineté sur tout le territoire. Et troisièmement, appliquer les résolutions des Nations Unies. L'armée française a commencé à se redéployer de ses bases de Kidal, Tessalit et Tombouctou dans le nord du Mali, et des pourparlers sont en cours pour remettre ces bases aux forces maliennes ou de l'ONU. Retournons, et la Libye et l'Égypte ont signé jeudi 16 septembre 2021 une panoplie d'accords de coopération en marge de la haute commission conjointe libo-égyptienne qui s'est tenue au Caire. Les accords et protocoles d'accord ont été signés en présence du chef du gouvernement libyen de transition, Abdelhamid Dibeiba, en visite officielle au Caire, et son homologue Mustafa Medbouli. D'une valeur préliminaire de plusieurs milliards de dollars, ces accords concernent divers domaines dont l'agriculture, l'industrie, le commerce, le transport et la sécurité. J'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Dr Raouf Ghafar, expert en économie, qui va nous jeter la lumière sur cette question. Bonjour Dr Raouf Ghafar. Bonjour. Bonjour. La reconstruction de la Libye est devenue une course contre la montre qui devrait impliquer en premier lieu, les pays voisins de la Libye qui ont, on peut dire, pâti des affres de la guerre civile et de la présence de légions entières de terroristes et de mercenaires sur des terres alentours. Comment évaluez-vous le rôle de l'Égypte dans cette démarche de la reconstruction de la Libye? En premier lieu, la sécurité nationale de la Libye, c'est une, je ne veux pas dire extension, mais c'est la sécurité nationale de l'Égypte. Il y a plus de 1000 kilomètres de frontières. C'est le pays de voisinage le plus important, disons, avec le Soudan. Et donc, c'est dans le bien de l'Égypte d'avoir une Libye sécurisée, stable, etc. Et comme vous l'avez dit, malheureusement, ils ont, bien qu'ils ont commencé leur carte de route pour établir la sécurité politique, disons, sur le territoire libyen, les élections présidentielles, etc., qui doivent prendre lieu d'ici quelques semaines. Mais en principe, la reconstruction de la Libye,
c'est la chose la plus importante aujourd'hui. Et il n'y a pas meilleur que l'Égypte pour jouer ce rôle. C'est pas un rôle, mais c'est une responsabilité que l'Égypte a pour ses confrères africains, et particulièrement les pays de voisinage, surtout la Libye. Donc, comme vous l'avez dit, il y a tellement d'accords qui ont été signés dans tous les domaines. Vous avez mentionné d'ailleurs ces domaines dans votre discours. Et donc la Libye a besoin de tout. L'Égypte peut offrir son expérience, peut offrir sa main-d'œuvre, c'est extrêmement bien entraîné, etc., sa technologie, pour faire tout ce qu'il faut sur le plan reconstruction et développement de la Libye. Et ça va en parallèle, parce que comme d'ailleurs notre président a dit plusieurs fois, il n'y a pas de sécurité sans développement, il n'y a pas de développement sans sécurité. Donc le fait qu'on va commencer à développer la Libye et à reconstruire la Libye, ça va aider, à mon opinion, fortement à établir la sécurité et à se débarrasser. Docteur Ouf Ghafar, je m'excuse pour cette interruption, mais c'est l'appel à la prière. Alors, on se retrouve tout de suite après la prière. Merci. Donc, c'était Docteur Ouf Ghafar, expert en économie, qui nous parlait des accords de la reconstruction de la Libye, les accords signés entre l'Égypte et la Libye. Et passons aux artistes musiciens centrafricains qui optent désormais, mais pour la révolution de ce secteur d'activité à travers de nouvelles sonorités musicales. C'est l'objet du spectacle qui a été présenté au public de Bangui par Indile Mamba qui, après plusieurs succès, prône désormais l'utilisation d'instruments musicaux traditionnels pour transmettre les messages ancestraux. Voyons ensemble ce commentaire de Shamsenemi. Essayez de faire de la création qui permettra à la fois de faire montrer la Centrafrique autrement, c'est vraiment un travail de recherche, de documentation, de sauvegarde et de valorisation du patrimoine. C'est ce qu'a déclaré le directeur artistique Vincent Mambatchaka. Ce brassage musical n'est pas un hasard. Le groupe local choisi par l'artiste et les organisateurs de ce spectacle vient de la région d'Ipi, dans le nord-est de la République centrafricaine, le berceau de l'histoire traditionnelle du pays. Il sera désormais question pour la Centrafrique de promouvoir cet assemblage d'instruments à base de troncs d'arbres, de racines et d'instruments modernes afin d'amener le traditionnel vers le moderne et le moderne vers le traditionnel, une sonorisation toute particulière différente de celle dont on a l'habitude. C'est ce qui fait la qualité de ce travail, partir de racines, de troncs pour les associer à des instruments modernes tels que le saxophone, la guitare, le synthétiseur et la voix. C'est quelque chose qui transparaît, le travail que nous venons de faire selon Vincent Mambatchaka. Le groupe Banda Linda, avec son spectacle Racines et rythme, a été retenu par la programmation du Théâtre de la Ville de Paris dans le cadre de la saison Africa 2020, initiée par le président français Emmanuel Macron. Ce mélange n'est pas un hasard. Le groupe local choisi par l'artiste au nord-est de la République centrafricaine. Il va appartenir désormais à la République centrafricaine de promouvoir cet ensemble d'instruments fondés sur les troncs d'arbres. Le groupe, beau groupe avec son spectacle Racines et rythme, a été sélectionné pour la programmation. C'était tout, mesdames et messieurs, pour cette édition de notre programme Autour du monde. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. Restez avec nous. Bonne journée.